Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e webinaire de la saison 2021 des webinaires du GIWACAF. Cette série porte sur la préparation et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures. En attendant que chacun nous rejoigne, je me présente, je vais présenter l'équipe rapidement. Je m'appelle Chloé Gondo, je suis coordinatrice du projet GIWACAF. Je suis accompagnée aujourd'hui pour ce webinaire d'Aïcha Cherif, qui est juriste à l'OMI. Bonjour Aïcha. Bonjour à tous, merci beaucoup. Nous avons également avec nous Cara Delamea et Christelle Collier, qui sont respectivement chargées et gestionnaires des demandes d'indemnisation au FIPOL. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, nous avons avec nous Julien Rabeux, qui est responsable des demandes d'indemnisation au bureau de Singapour du West of England P&I Club. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Je vous présente également Lindsay Page-Jones, qui est notre nouveau chef de projet au GIWACAF. Bonjour Lindsay. Merci Chloé, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Je suis donc le nouveau chef de projet GIWACAF depuis la mi-septembre, donc par un chef de projet par intérim. Nous cherchons effectivement donc une personne pour cette position à partir du début de l'année prochaine. Donc les informations sont disponibles sur le site giwacaf.net dans la section actualité. Donc merci beaucoup et puis bon webinaire à tous. Merci Lindsay, merci à toutes et tous. Chers participants, intervenants, pardon, vous pouvez maintenant couper vos caméras. Je vais donner quelques détails techniques en attendant que tous les participants se connectent. Vous avez donc sur votre écran un chat dans lequel vous pouvez échanger, poser vos questions et nous tâcherons de répondre à ces questions à la fin du webinaire durant une session de questions-réponses dédiée. Vous avez également au-dessus de l'endroit où vous tapez votre message un onglet téléchargement. Ça vous permet de télécharger des documents et des présentations en PDF qui seront mises à disposition au fur et à mesure au fur et à mesure du webinaire. Vous avez actuellement le programme du webinaire qui est déjà mis en téléchargement. Si vous avez des erreurs, des problèmes de connexion, des erreurs techniques, vous pouvez vous reconnecter en appuyant sur le bouton rouge se reconnecter qui est en haut de votre écran. Et enfin, sachez que tous les webinaires du GIWACAF sont disponibles en replay sur notre site internet et notre chaîne YouTube, peu de temps après le webinaire. Je vais donc commencer par une brève présentation de cette série de webinaires. Donc après une première série de webinaires organisés l'an dernier sur les grands principes et le cadre général de la préparation et de la lutte contre les déversements d'hydrocarbures. Cette deuxième saison se concentre sur des sujets plus spécifiques et plus techniques. Pour celles et ceux qui n'auraient pas assisté à la première série de webinaires du GIWACAF ou qui ne connaîtraient pas encore le projet, je vais d'abord vous le présenter très rapidement avant d'introduire le webinaire du jour et nos intervenants. Donc, GIWACAF signifie en anglais l'initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe. C'est un projet qui a été lancé en 2006 dans le cadre de l'initiative mondiale entre l'OMI et l'IPIECA. L'OMI étant l'Organisation maritime internationale, donc cette institution spécialisée des Nations Unies qui est chargée de la sécurité de la navigation et de la protection du milieu marin. Et l'IPIECA, qui est l'association de l'industrie pétrolière et gazière pour l'amélioration des performances sociales et environnementales. Le but du GIWACAF est de promouvoir la coopération entre les gouvernements et l'industrie dans l'esprit de la convention OPRC 90, qui est une convention clé pour la préparation et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, qui vous a été largement présentée lors de la saison 1. Vous pouvez retrouver les webinaires 2 et 3. Pour ce faire, le projet GIWACAF se concentre majoritairement sur 22 pays
d'Afrique occidentale, centrale et australe que vous voyez représentés sur la carte, et organise différents types d'activités, des ateliers nationaux, sous-régionaux, des formations, des exercices, une conférence biennale, ainsi que des activités d'assistance technique. Voici un résumé du projet et de son fonctionnement. Donc, le graphique se lit dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut. Le GWACAF est donc un projet commun au secteur public et privé, soutient les 22 pays africains partenaires. Il permet de maintenir un lien permanent avec les parties prenantes et d'organiser des ateliers, des formations, des exercices ou des conférences. Il promeut une meilleure communication et coopération entre les gouvernements et le secteur privé. Et enfin, il encourage la ratification et la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes de l'OMI et d'autres organisations. Donc, nous sommes appuyés sur la première saison de webinaire du GWACAF qui a été diffusée de juin à décembre 2020. Pour élaborer cette nouvelle série, débutée en avril cette année, qui couvre des sujets spécifiques liés à la préparation et la lutte en cas de déversement d'hydrocarbures. Vous pouvez voir que le webinaire d'aujourd'hui est le 5e, avant-dernier de la saison. Il porte sur le régime international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures. Et vous pouvez également voir qu'il est jumelé avec un deuxième épisode qui aura lieu dans 2 semaines, le mercredi 13 octobre, à la même heure, et qui portera plus précisément sur comment soumettre une demande d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site internet pour ce 2e épisode. Les objectifs du webinaire d'aujourd'hui sont les suivants. Il vous permettra de mieux comprendre la portée de la mise en œuvre des conventions de l'OMI relatives à la responsabilité et à l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution marine par les hydrocarbures. Et il vous permettra de découvrir ou de mieux comprendre le fonctionnement des FIPOL et des clubs IGPNI qui sont représentés par des intervenants aujourd'hui. Pour cela, nous avons aujourd'hui 3 présentations d'une quinzaine de minutes chacune. La première portera sur le régime international de responsabilité et d'indemnisation de l'OMI. La deuxième sur les conventions CLC et fonds de 1992. Et la troisième sur la convention de 2001 sur les hydrocarbures de soute et les conventions et protocoles LMC 1976. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Aïcha Chérif pour sa présentation. Et sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent le projet GWACAF ou les webinaires, en particulier sur notre page LinkedIn ou notre site internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé. Je commence ma présentation. Alors, de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Comme Chloé l'a indiqué, je suis juriste au Bureau des affaires juridiques à l'Organisation maritime internationale et je vais vous présenter aujourd'hui le régime international de responsabilité et d'indemnisation de l'OMI. C'est une présentation générale qui vous donnera une introduction pour vous permettre de comprendre les présentations qui suivent sur les conventions CLC et Bunkers par la suite. Alors, cette présentation comprend un aperçu historique du régime de responsabilité et d'indemnisation de l'OMI, une introduction aux principales conventions, les éléments principaux de ces conventions, et enfin, ce qu'il faut retenir pour faire une application effective de ces conventions au niveau national. Alors, le régime de responsabilité civile et d'indemnisation de l'OMI s'est développé après un grand accident maritime qui a causé une pollution vraiment extraordinaire
sur les côtes anglaises et françaises, c'était l'accident du Torrey Canyon en 1967. Ce navire pétrolier s'est échoué au large des côtes anglaises et a provoqué une pollution qui s'est étendue sur les côtes non seulement anglaises mais aussi françaises. À l'époque, l'Organisation maritime internationale avait à peine 20 ans et elle n'avait commencé à fonctionner que depuis 10 ans. C'était une organisation qui s'occupait surtout de problèmes de sécurité maritime. Et après cet accident, les pays à l'Organisation maritime internationale se sont mis d'accord pour s'occuper également de mettre en place un régime international d'indemnisation et de s'occuper de certaines questions juridiques pour savoir qui est responsable d'un dommage causé par pollution et pour pouvoir déterminer comment indemniser les victimes. Donc, en 1967, la même année de l'échouage du Torrey Canyon, s'est mis en place, s'est établi le comité juridique de l'OMI pour s'occuper de ces questions de responsabilité civile et d'indemnisation des victimes. Et ensuite, cela a mis en route le développement assez rapide de plusieurs conventions qui ont abouti à un régime vraiment complet de responsabilité civile et d'indemnisation. Alors, en 1969, 2 ans après à peine la création du comité juridique, l'Organisation maritime internationale a adopté la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, que j'appellerai Convention CLC dans cette présentation. C'est une convention très importante qui établit la responsabilité du propriétaire du navire et le paiement d'une compensation adéquate aux victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. C'est une convention qui a été modifiée et amendée au cours des années et le texte actuel vient d'un amendement très important apporté à la convention en 1992. Et vous allez avoir une présentation un petit peu plus détaillée sur cette convention. Ensuite, comme le régime d'indemnisation établi par cette convention n'était pas toujours suffisant pour indemniser les victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, en 1971, l'Organisation maritime internationale a adopté une convention portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Et cette convention établit une indemnisation supplémentaire, donne une indemnisation supplémentaire aux États et aux personnes victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. C'est une convention qui a été elle-même modifiée et amendée et le texte actuel est celui du protocole à cette convention adopté en 1992. Mais il n'était pas suffisant seulement de s'occuper des questions de responsabilité civile et d'indemnisation, il fallait aussi améliorer les règles, la réglementation en matière de sécurité maritime. Et donc, en 1972, l'organisation a adopté la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, pour qu'il y ait comme des règles de la route, si vous voulez, pour les navires, pour éviter les accidents. Et ensuite, en 1973, a été adoptée la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la Convention MARPOL, qui est la principale convention internationale consacrée à la prévention de la pollution du milieu marin par les navires, que celle-ci soit due à des causes opérationnelles ou accidentelles. En matière de sécurité maritime, la Convention SOLAS a été adoptée en 1974. C'est la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et qui établit toute une série de normes pour la construction, pour la prévention, pour la détection et l'extinction de l'incendie à bord, pour tout ce qui est équipement et radiocommunication, sécurité de la navigation, transport de cargaison. Ces deux conventions sont vraiment des conventions clés dans l'Organisation maritime internationale et le principal objectif, c'est vraiment de
prévenir la pollution du milieu marin par les navires. Il y a des gens de mer qui travaillent à bord de ces navires et donc il faut les former à ces règles de sécurité et de prévention de la pollution du milieu marin. Et donc en 1978 a été adoptée la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Et donc c'est une convention qui soutient également la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin, en établissant des normes internationales communes relatives aux compétences des gens de mer. Ensuite, en 1990, a été adoptée la Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures. C'est une convention que vous connaissez bien grâce au projet JIWACAF. Cette convention fournit un cadre mondial visant à faciliter la coopération internationale et l'assistance mutuelle entre les États en cas de graves événements de pollution des mers. Il y a eu d'autres conventions qui ont été adoptées pour compléter le régime de responsabilité et d'indemnisation. En 1974, la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, qui établit elle aussi un régime de responsabilité pour les dommages subis par les passagers transportés à bord de navires océaniques et qui a été amendée en 2002. En 1976 a été adoptée la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. Donc, des limites sont fixées pour deux types de créances, à savoir les créances pour mort ou lésions corporelles et les créances pour dommages matériels, donc les dommages subis par les navires, les biens ou les installations portuaires. Et un protocole visant à actualiser la convention a été adopté en 1996. Vous aurez une présentation à ce sujet un petit peu plus tard. En 1996 a été adoptée la Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. Donc, c'est une convention qui s'appuie sur le modèle très réussi des conventions CLC et FON, qui prévoit une indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, mais c'est une indemnisation à deux niveaux pour ce genre d'accident en mer. Et en plus des dommages dus à la pollution, elle couvre les risques d'incendie et d'explosion, dont les décès, les lésions corporelles, les pertes de biens et les dommages subis par les biens. Et c'est une convention qui prévoit deux niveaux d'indemnisation. Le premier niveau est couvert par une assurance obligatoire souscrite par les propriétaires de navires, qui limite la responsabilité de ces derniers, et un deuxième niveau de compensation versé par un fonds constitué de contributions faites par le réceptionnaire de substances nocives et potentiellement dangereuses. Cette convention a été amendée en 2010 par un protocole, mais le protocole et la convention ne sont pas encore en vigueur. Alors, pour compléter le régime de responsabilité et d'indemnisation, il reste deux conventions. En 2001 a été adoptée la convention Bunkers, c'est la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. C'est le même système que la convention CLC, mais pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. Et donc, cette convention vise aussi à garantir le versement d'une indemnisation convenable, prompte et efficace des victimes de la pollution qui résulterait d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures de soute de navire. Donc, ce ne sont pas les hydrocarbures transportés en tant que cargaison. Et en 2007, finalement, la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves a été adoptée. Elle permet aux États de disposer d'un mandat juridique pour enlever ou faire enlever les épaves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des vies humaines, des marchandises et des biens en mer, ainsi qu'au milieu marin. Alors, quels sont les éléments principaux des conventions de responsabilité et d'indemnisation ? En premier lieu, c'est une responsabilité objective ou absolue, c'est-à-dire que la victime du dommage n'est pas obligée de prouver la faute pour qu'il y ait responsabilité. La responsabilité naît si le demandeur est en mesure d'établir que les hydrocarbures polluants, dans le cas de la convention CLC ou de la convention Bunkers, proviennent du navire de l'armateur. Et c'est très important, ça aide beaucoup en termes d'indemnisation des victimes. La contrepartie à cette responsabilité absolue, c'est la responsabilité limitée de l'armateur ou du propriétaire du navire. C'est-à-dire que le propriétaire ou la personne qui fournit l'assurance ou autre garantie financière peut limiter sa responsabilité.
Et cette limite est fondée sur le tonnage du navire. C'est un principe très ancien en droit maritime. C'est la contrepartie au risque que prend un propriétaire de navire de transporter des marchandises ou des hydrocarbures, la possibilité de limiter la responsabilité. Mais pour bénéficier de cette responsabilité limitée, l'armateur doit constituer un fonds de limitation pour la somme totale représentant la limite de sa responsabilité à répartir entre les demandeurs, tous les demandeurs d'indemnisation. Et cela se fait par les tribunaux ou l'autorité compétente de l'État contractant dans lequel le dommage a été subi. Alors, autre élément principal, il faut une assurance. L'assurance est obligatoire. Alors, je vous ai mis deux exemples des articles sur cette assurance obligatoire dans la convention CLC et dans la convention Bunkers. Ce qui est important pour ces deux conventions, c'est de connaître la définition du navire, puisque ce sont des champs d'application différents. Pour la convention CLC, c'est un bâtiment de mer ou engin marin qui est adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. Par contre, pour la convention Bunker, c'est tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, qui a des hydrocarbures de soute. Et donc, le propriétaire de ces navires est matriculé dans un État contractant, doit souscrire à une assurance. Cette assurance est obligatoire pour pouvoir faire du commerce et entrer dans les ports des États contractants. Le certificat d'assurance est délivré par l'État contractant, par l'État partie. Donc, un navire qui entre dans le champ d'application d'une de ces conventions doit, s'il bat pavillon d'un État partie ou s'il entre dans un port d'un État partie, disposer d'un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité pour couvrir les dommages visés par la convention. Les certificats sont émis par ou au nom de l'administration de l'État du pavillon, lorsque cet État est partie à la convention. Par contre, si un État du pavillon n'est pas partie à la convention, comme le navire doit disposer d'un certificat pour faire escale dans un État, dans un port d'un État partie, le certificat peut être émis au nom de l'administration de tout autre État partie. Et les conventions prévoient que les certificats délivrés par un État partie sont reconnus par les autres États parties comme de même valeur que ceux qu'ils ont eux-mêmes délivrés. Le dernier élément principal de ces conventions, c'est qu'il y a un droit d'action direct contre l'assureur. Donc, toute demande en réparation d'un dommage par pollution peut être formée directement contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire du navire. Par contre, il faut faire très attention, il y a une prescription. Donc, l'action en justice doit être intentée dans un certain délai à compter de la survenance du dommage pour ouvrir droit à l'indemnisation. Et aucune action en justice ne peut être intentée après un certain délai. Ces délais sont différents d'après les conventions. Donc, il faut vraiment bien lire le texte des conventions. Les actions en réparation contre le propriétaire du navire ou l'assureur ne peuvent être présentées que devant les tribunaux nationaux des États parties. C'est pour ça qu'il est important que les États deviennent parties à ces conventions sur la responsabilité civile et l'indemnisation, pour que les victimes des dommages dans les États qui ont malheureusement été, qui reçoivent le dommage de la pollution par les hydrocarbures puissent demander indemnisation. Et tout jugement rendu par un tribunal compétent d'un État partie doit être reconnu dans tout État partie et est exécutoire dans chaque État partie. Et ça, c'est prévu par les conventions et c'est très important. Alors, ma dernière diapositive parle de l'application au niveau national, parce que ces conventions, comme toute convention internationale, parlent aux États. Mais il faut que ces conventions soient mises en œuvre au niveau national et dans la législation nationale, parce que tout ce qui est obligation de l'État ne peut être exécutoire que si cette obligation est ensuite reproduite dans la législation nationale. Alors pour cela,
il faut lire le texte des conventions et comprendre les différentes obligations qu'il y a dans ces conventions. Il y a des obligations en tant qu'État du pavillon, c'est-à-dire fournir un certificat d'assurance aux propriétaires de navires. Et il y a des obligations en tant qu'État du port. Les États du port doivent contrôler que les navires entrant dans leur port sont munis du certificat d'assurance. Nous avons vu que le principe de responsabilité absolue du propriétaire est un principe fondamental de ces conventions qui doit être reproduit dans la législation nationale pour pouvoir protéger les victimes de pollution par les hydrocarbures. Donc, ce régime de responsabilité doit être mis en place dans la législation. Ensuite, le principe de limitation de la responsabilité du propriétaire du navire doit être également mis en place dans la législation. Nous avons vu qu'il y a une obligation pour les navires d'avoir un certificat d'assurance à bord. La législation doit prévoir l'obligation d'avoir le certificat d'assurance à bord du navire et doit prévoir le contrôle par l'État du port de la présence de ce certificat à bord des navires. Ensuite, la législation nationale doit prévoir la compétence des tribunaux nationaux. Nous avons vu qu'il n'y avait que les tribunaux nationaux des États parties qui avaient compétence pour donner droit à la réparation et à l'indemnisation des victimes. Donc, la législation nationale doit prévoir cette compétence des tribunaux nationaux. Et la législation nationale doit également prévoir la reconnaissance des jugements rendus par les autres tribunaux, parce que nous avons vu qu'un jugement rendu par un tribunal d'un État partie doit être reconnu dans les autres États parties. Et comme il y a des obligations dans ces conventions, la législation nationale doit également prévoir des sanctions pour par exemple, le fait de ne pas avoir de certificat à bord, qui peut émettre ce certificat? Que se passe-t-il si le certificat est périmé et que le bateau n'est pas assuré? Donc, il est très important, à chaque fois qu'il y a une obligation, de penser à prévoir également des sanctions dans la législation nationale. Voilà. Il y a plus d'informations sur le site web de l'OMI, sur tout ce qui est affaires juridiques. J'espère que cette présentation a été intéressante et je serai disponible à la fin pour des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïcha. Merci pour cette excellente présentation. Si vous avez des questions pour Aïcha, n'hésitez pas à les poser dès maintenant dans le chat. Comme Aïcha l'a dit, nous y répondrons en fin de webinaire. Je vous propose de passer directement à la présentation suivante, qui est celle de Christelle et Chiara des FIPOL. Mesdames, c'est à vous. Merci Chloé. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça marche. Tout le monde. Ouais, je pense que ça marche. Très bien. Alors, non, je vois pas ma présentation. Moi, je vois pas ma présentation. Attendez, elle revient. C'est parti. Ok, merci Chloé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la responsabilité civile. Excusez-moi Christelle, je ne sais pas pourquoi elle saute. Elle est revenue, là je la vois, donc je pense que tout le monde peut voir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du régime international de la responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, en m'attardant un peu plus sur les FIPOL.
Donc, les FIPOL sont deux organisations internationales, intergouvernementales, pardon, qui comprennent le Fonds de 92 et le Fonds complémentaire. Ce sont deux organisations qui sont indépendantes, mais qui sont liées, et on verra par la suite comment elles sont liées. Ces organisations ont le même rôle. Le rôle, c'est d'indemniser les personnes qui ont souffert de dommages à la pollution dus par les hydrocarbures. Donc, on parle d'hydrocarbures persistants et provenant de navires citernes, et ce, dans un état contractant. Le régime assure une application uniforme du système. Donc, notre travail au FIPOL, c'est d'assurer que toutes les victimes, aussi bien au Royaume-Uni, Nigeria, Japon, Venezuela, ou pour ne citer que quelques pays représentés, soient traitées vraiment de la même façon et de manière uniforme. Le régime assure un traitement égal entre les demandeurs. Ce qui veut dire que si on s'aperçoit rapidement en début de sinistre qu'il n'y aura pas forcément un montant disponible suffisant pour indemniser toutes les victimes, alors les demandeurs recevront un pourcentage du montant évalué de leur perte et non la totalité du montant. Donc, le moyen d'éviter cette proratisation, c'est de faire partie au fonds complémentaire. Donc, pour éviter ce problème, on demande aux pays qui ne font pas partie au fonds complémentaire d'y réfléchir et de venir en discuter avec nous. Donc, les FIPOL, le régime, la portée des conventions, il fournit une indemnisation, comme je le disais, aux victimes de dommages dus à la pollution. Mais on essaye de régler ces dommages et ces demandes à l'amiable. On essaye toujours de trouver un accord avec les demandeurs, en leur demandant de fournir des preuves supplémentaires à l'appui de leur demande pour qu'on puisse réviser leur demande. Se couvrent les dommages dus à la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures persistants, donc les pétroles bruts, le fioul lourd, qui sont en général bien plus visqueux que les hydrocarbures non persistants. Et les FIPOL ne couvrent réellement que les déversements de navires citernes, donc les pétroliers. La convention s'applique aux dommages par pollution dès que ces dommages sont survenus sur le territoire, dans les eaux territoriales et à la zone économique exclusive dans un État partie. Donc, ce qui importe, c'est l'endroit où le sinistre a causé des dommages. Alors, qu'est-ce qui est couvert? Quel type de dommage est couvert par les conventions? Alors, je vous ai indiqué ici quelques types de demandes, mais c'est pas une liste exhaustive. On peut recevoir d'autres types de dommages. Les coûts des opérations de nettoyage, que ce soit aussi bien en mer ou à terre, et les mesures de sauvegarde, ce sont des demandes qu'on reçoit couramment pour ce genre de sinistre. Mais également les dommages aux biens, est couvert également les préjudices économiques dans les secteurs de la pêche, mariculture ou les secteurs du tourisme, par exemple. Et également les coûts de la remise en état de l'environnement. Et on reviendra sur ces types de demandes dans le prochain webinaire. Alors, comment ce régime fonctionne-t-il et comment est-il financé? Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a 3 niveaux distincts, mais ces niveaux, même s'ils sont distincts, ces niveaux ils sont complémentaires et ces 3 niveaux couvrent le système d'indemnisation. Donc, au premier niveau en gris, vous avez c'est la responsabilité civile du propriétaire du navire qui est mise en jeu et qui intervient, mais pour des montants limités qui varient selon le tonnage des navires, comme Aïcha vous l'a expliqué. Donc, ce premier niveau est financé par le propriétaire du navire ou son assureur, qui sont très souvent des clubs P&I. S'il n'y a pas assez d'argent disponible au premier niveau pour indemniser les victimes, on monte d'un niveau. Et le second plafond d'indemnisation est avec le fonds de 92.
Et cette couverture, elle est disponible aux pays qui ont ratifié la Convention de 92. Et ce fonds, lui, est financé par l'industrie, par les sociétés importatrices de pétrole qui sont parties à cette convention. De même, s'il n'y a pas assez d'argent disponible pour payer les victimes d'un sinistre sous cette deuxième couverture, il y a un troisième plafond de disponible, avec un montant qui est beaucoup plus élevé et qui est accessible, bien sûr, aux États qui ont ratifié ce fonds complémentaire. Donc, si vous voulez bénéficier d'un montant maximal disponible sous le régime d'indemnisation, il faut que votre pays soit membre de ce fonds complémentaire. Donc, maintenant, on repart sur le premier niveau en regardant la responsabilité du propriétaire du navire. Je vais passer plutôt rapidement parce que Aïcha en a parlé, mais pour parler de la responsabilité objective du propriétaire du navire immatriculé, ce qui veut dire, c'est que plus clairement, en fait, le propriétaire, il est responsable, même s'il n'a pas commis de faute. Donc, ces concepts de stricte responsabilité donnent une certitude aux victimes. Donc, tout le monde sait qui va payer, on ne cherche pas à savoir qui a fait la faute. Néanmoins, il peut limiter sa responsabilité en fonction de la taille de son navire. La limite est entre environ 6 millions de dollars et 150 millions de dollars selon la taille du navire. Et une obligation de certificat. Il y a très peu d'exceptions, mais comme à toute bonne règle, il y a toujours des exceptions. Donc cette diapo ici développe les exceptions et le propriétaire du navire n'est pas responsable s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte de guerre ou d'une catastrophe naturelle. S'il est prouvé que le sinistre est causé en totalité suite à un acte intentionnel commis par un tiers, comme un acte terroriste par exemple, ou s'il résulte de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'autorités publiques. Mais il y a une exception, je vous laisse la lire à côté ici, quand vous aurez un petit peu plus de temps. Ces exceptions quand même sont rares, elles sont difficiles à établir, mais dans ces cas-là, le propriétaire ne serait pas responsable. Alors, si on passe maintenant au deuxième niveau, donc le FIPOL a pour rôle d'indemniser les victimes. Donc ça, c'est vraiment le rôle principal. Et il intervient en complément de l'assureur du navire lorsque les dommages, en fait, dépassent la responsabilité du navire. Donc, s'il y a un sinistre majeur, le propriétaire paye jusqu'à sa limite et ensuite le fonds de 92 paye au-dessus de cette limite. Il verse également des indemnités lorsque le propriétaire est dans l'incapacité financière de payer. Et s'il n'a pas lorsque il n'y a pas de responsabilité en vertu de la CLC 80, donc c'est les causes l'exonérant de sa responsabilité, les exceptions que j'ai mentionnées auparavant. L'indemnisation totale maximale, parce qu'il y a un plafond également, est de 203 millions de DTS qui correspond environ à 287 millions de dollars. Donc ce montant maximal, il est par sinistre. Si un sinistre affecte 2 États, par exemple, ce montant sera pour les victimes des 2 États et non par État. Le FIPOL a deux obligations. Donc la première, c'est d'indemniser les victimes. La deuxième, c'est de recevoir des contributions. Et ces contributions sont reçues par les réceptionnaires d'hydrocarbures des États contractants à la Convention. Il y a très peu de cas où le fonds ne paye pas, qui sont listés ici sur cette diapo. Si on passe au troisième niveau maintenant, au niveau du fonds fonds complémentaire, qui fonctionne de la même façon que le deuxième, que le fonds de 92.
La différence, c'est que l'indemnisation maximale est beaucoup plus élevée et couvre environ 1 milliard de dollars, y compris bien sûr les montants payables au titre de la Convention de 92 et de la CLC. Au niveau des contributions identiques à la Convention 92, elles sont versées par les réceptionnaires d'hydrocarbures dans les au fonds complémentaire. Une seule différence avec le fonds de 92 concerne les contributions, car il doit y avoir un minimum de 1 million de tonnes d'hydrocarbures minimales. Donc, il y a une contribution minimale donnant lieu à contribution reçue dans chaque État membre. Donc, si les réceptionnaires d'hydrocarbures reçoivent moins d'1 million de tonnes, c'est l'État qui devra verser la différence pour compléter au niveau de 1 million de tonnes. Donc, regardons maintenant les limites prévues par la Convention sur ce graphe qui sera peut-être un peu plus clair. Donc, au premier niveau représenté en gris, vous avez la CLC qui peut couvrir au plafond jusqu'à 127 millions de dollars. Et les FIPOL offrent une indemnisation supplémentaire au-delà de la CLC, comme vous voyez en vert ici, plafonner jusqu'à 287 millions de dollars. Et au-dessus, la limite beaucoup plus élevée du fonds complémentaire avec 1 milliard de dollars. Donc, ces conventions, comme vous pouvez le voir, elles se complètent. Alors, la couverture géographique dans la région du GIWACAF, si on regarde la carte des pays qui sont représentés aujourd'hui, seules les victimes d'un sinistre dans la République du Congo pourraient bénéficier du montant maximal disponible sous les conventions. Donc, comme je disais, 1 milliard de dollars, car la République du Congo a ratifié, et c'est la seule à avoir ratifié le fonds complémentaire. La majorité des pays que vous voyez sont en vert. Elles font partie à la convention CLC 92 et au fonds de 92, qui veut dire qu'une indemnisation serait possible en cas de sinistre, mais à hauteur maximale de 287 millions de dollars pour chaque sinistre. Donc maintenant, j'aimerais porter une attention particulière aux pays qui ont été annotés ici sur la droite, parce que ces pays à l'heure actuelle, bénéficient que d'une couverture minimale qui serait insuffisante en cas de sinistre majeur, ou même voire pas de couverture du tout, comme en Guinée-Bissau et en République démocratique du Congo, parce que ces pays ne font pas partie aux conventions. Donc, en cas de marée noire, qui va payer pour le sinistre? Qui va indemniser ces victimes? Donc, c'est une question que je vous pose. Donc, nous invitons ces pays à prendre contact avec le FIPOL afin que l'on puisse vous aider sur toutes les questions relatives à la ratification ou à l'adoption des conventions. On parle également de prescription. Les demandeurs peuvent-ils soumettre une demande 10 ans après un sinistre? Tout simplement non, il y a prescription. Les conventions contiennent une disposition selon laquelle les demandes sont frappées de prescription 3 ans après la date du dommage et 6 ans à la date du sinistre. Donc, si vous êtes demandeur, si vous n'avez pas trouvé d'accord avec le FIPOL à compter de la date du dommage, il faut absolument commencer une action en justice essentielle. Sinon, après 3 ans, le FIPOL ne peut plus rien faire pour vous. Et en conclusion, donc en 40 ans d'existence, le régime a versé environ 1 milliard à titre d'indemnité ou de dédommagement aux victimes de déversement par hydrocarbures. Donc le système, le régime, il a évolué et au fil des années, on voit qu'il y a une indemnisation qui est plus large maintenant avec le fonds complémentaire.
Mais j'aimerais simplement dire que ce système de responsabilité et d'indemnisation est un système qui fonctionne. Au fil des années, on a vu qu'il fonctionnait car il protège les victimes de pollution et ce, de façon automatique. Donc les pays qui n'ont pas ratifié ces conventions et qui ont besoin d'assistance, je le répète, surtout n'hésitez pas à nous contacter et c'est le rôle du FIPOL d'aider et de soutenir les États. Oh, pardon. Voici ça, je termine ma présentation. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Christelle. Vous pouvez rafficher la première question? C'est maintenant les questions, excusez-moi. Je croyais que c'était plus tard. Alors, je remets la vidéo. Alors, par contre, je crois qu'elle va peut-être repartir. Non, elle repart au bon endroit. Voilà, très bien. Parfait. Merci beaucoup, Christelle, pour votre présentation. On va passer très rapidement à 2 petites questions que vous avez pour l'audience. Donc, la question est la suivante. Je vais la lire. Quelle convention, au singulier ou pluriel, internationale prévoit une indemnisation en cas de pollution marine par des hydrocarbures persistants provenant de navires citernes dans la région du GEWACAF? Vous avez le choix entre la réponse A, la réponse B ou la réponse C. Pour répondre à ce sondage, il apparaît normalement sous le chat en bas à droite de votre écran. Vous avez un onglet sondage qu'il faut déplier vers le haut en cliquant sur la petite flèche. Je vous laisse une petite minute pour répondre à cette question. Donc, quelle convention internationale prévoit une indemnisation en cas de pollution marine par des hydrocarbures persistants provenant de navires citernes dans la région du GEWACAF? Vous avez le choix entre la réponse A, la CLC 92, FIPOL 92 et le fonds complémentaire dans l'ensemble de la région, ou bien réponse B, la CLC 92 seulement dans l'ensemble de la région, ou bien encore la réponse C, tout dépend de l'état de la ratification et de mise en œuvre des conventions dans chaque pays. Christelle, est-ce que vous voyez les résultats évoluer? Alors, il faut que je clique sur... Je n'ose pas cliquer pour... J'appuie sur false. Ok, d'accord, très bien. Oui. Alors, pour l'instant, je vois que la majorité, 83% des participants ont répondu ont donné la réponse C, 14% à la réponse A. Oui. Je termine le sondage pour l'instant. Allez-y, Christelle, si vous voulez donner la bonne réponse. Donc, 87% ont répondu C, donc tout à fait, c'est la bonne réponse. Tout dépend de l'état de la ratification et de la mise en œuvre des conventions dans chaque pays. Donc, si votre pays a ratifié la convention FIPOL 92 simplement, le plafond, comme on l'a vu, sera maximal de 287 millions de dollars. Si votre pays a ratifié une autre, la convention complémentaire, elle aura accès à un plafond supérieur, mais tout dépend bien sûr de la convention, des conventions qui ont été ratifiées dans chaque État. Donc ça n'a rien à voir avec la région en elle-même, c'est par État. Parfait, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je vous lance maintenant la deuxième question qui apparaît également à l'écran, et qui est la suivante. Un déversement se produit dans un État membre du fonds 1992 en novembre 2018. Un demandeur soumet une demande d'indemnisation au début de l'année 2021. Le fonds évalue la demande, mais en septembre 2021, le demandeur n'est pas d'accord avec le montant proposé. Quelle est la première chose à faire pour le demandeur? Vous avez le choix entre 3 possibilités de réponse. Réponse A, fournir des renseignements supplémentaires au FIPOL. Réponse B, crier sur la personne chargée du traitement des demandes d'indemnisation, ce ne serait pas très gentil. Et réponse C, engager une procédure judiciaire pour protéger ses droits à indemnisation. Donc, je vous laisse encore quelques minutes pour répondre. Encore une fois, vous avez accès à ce sondage sous votre chat en bas à droite de votre écran normalement. Vous avez un onglet sondage qui doit être déplié pour pouvoir y répondre. Je laisse encore une petite minute, mais il semblerait que jusqu'à maintenant,
l'audience penche plus en majorité pour la première réponse. Bon, ça n'évolue plus trop, donc Christelle. Si, ça évolue en fait, et ça évolue vers la bonne réponse. En fait. Alors, je parlais de prescription à la fin de ma présentation en expliquant que les demandes sont frappées de prescription 3 ans après la date du dommage. Ce qui veut dire que quand on arrive proche des 3 ans après la date du dommage, les FIPOL en principe, vont se tourner vers les demandeurs en leur demandant de commencer une procédure judiciaire, parce que après passer ces 3 ans, s'il n'y a pas de procédure judiciaire qui ont été entamées, le FIPOL ne peut plus rien faire en fait. Donc il est essentiel que quand on approche 3 ans à partir de la date du dommage, d'engager une procédure judiciaire pour protéger vos droits à indemnisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à fournir des renseignements supplémentaires. Donc parce que en parallèle, le FIPOL va toujours continuer à évaluer votre demande, mais afin que vos droits soient toujours protégés, il est essentiel de commencer une action juridique. Donc la réponse correcte pour cette question est la réponse C. Voilà. Merci beaucoup Christelle. Je vous laisse fermer votre présentation. Je vais maintenant donner la parole à Julien Rabeux pour une dernière présentation sur la convention sur les hydrocarbures de soute. Et puis ensuite, nous passerons à la session de questions-réponses. C'est à vous, Julien. Bonjour. Alors, attendez que je trouve la présentation. Ça marche. Alors, bonjour tout le monde. Comme l'a indiqué Chloé, je suis Julien Rabeux, je travaille pour le West of England PNI Club à Singapour. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001. Mais d'abord, je vais vous parler du rôle des PNI Clubs, c'est-à-dire la portée de la couverture d'assurance, ce qu'est le groupe international des PNI Clubs. Et après, on verra les principales dispositions de la Convention de 2001, ce que sont les certificats de garantie financière de la Convention, c'est-à-dire les Blue Cards, le rôle des PNI Clubs et le droit de limitation. Alors, que sont les PNI Clubs? Les PNI Clubs, en fait, ils ont été formés par des groupements d'armateurs il y a à peu près 100 à 150 ans. Et en fait, ils assurent la responsabilité vis-à-vis des tiers. Ils n'assurent pas les dommages à la coque nue. Donc, ils couvrent en général, les dommages causés par la pollution, les décès et les blessures corporelles aux passagers et à l'équipage, les dommages, par exemple, faits à un quai, aux terminaux, aux portiques, l'enlèvement d'épaves et aussi la perte et l'endommagement de cargaison. Alors, il y a aussi le groupe international des PNI Clubs. Ça regroupe en fait 13 des principaux clubs dans le monde. Ces 13 clubs offrent une couverture d'assurance à peu près 90% du tonnage océanique mondial. C'est environ 1,2 milliard de jauge brute. C'est 65 000 navires, à peu près 95% des pétroliers océaniques. Et en dehors de ce groupement, il y a aussi d'autres assureurs qui assurent les plus petits navires. Alors, ça, c'est les 13 clubs qui font partie du groupe international de PNI Clubs. Alors, comme vous voyez, la plupart sont soit de Grande-Bretagne ou de Scandinavie, à l'exception d'un club japonais et un américain. Alors maintenant, on va passer à la Convention de 2001 sur les hydrocarbures de soute. Il y a à peu près 102 pays partis. Alors voici la carte avec tous les États partis. Alors, quelles sont les dispositions clés?
disposition clé, en fait, elle s'applique à tous les versements d'hydrocarbures de soute, à l'exception des pétroliers sales qui sont en fait couverts par la CLC. Ça couvre les dommages dus à la pollution, y compris les mesures préventives. Et il y a une responsabilité absolue de l'armateur. Alors, qu'est-ce que c'est la définition de l'armateur? C'est le propriétaire enregistré, c'est l'affréteur contenu, le gestionnaire et l'exploitant du navire. Et ça couvre en fait les mesures de prévention et de nettoyage dues à la pollution, les dommages matériels, la perte économique causée par la pollution, la restauration de l'environnement. Il y a les mêmes exceptions de responsabilité que dans la CLC de 92. Alors, pareil, le champ d'application géographique s'étend aux eaux territoriales, quand la pollution a eu lieu dans les eaux territoriales ou de ZEE ou zones équivalentes. Alors, par contre, il n'y a dans la Convention aucun régime de prescription ou de limitation pour l'armateur. Ça dépendra vraiment de la législation nationale ou du régime de prescription mondial distinct qui est celui de la LLMC. Il n'y a pas de fonds supplémentaires, fonds d'indemnisation supplémentaires tels que le FIPOL de 92 et le fonds supplémentaire de 2003. Par contre, il y a une obligation d'assurance et de garantie financière pour tout navire de plus de 1000 tonnes brutes. Et cependant, la sécurité financière fournie par l'assureur est toujours limitée à celle qui est fixée par le protocole LLMC de 96. Et l'obligation d'avoir de l'assurance se porte seulement aux propriétaires enregistrés, donc pas aux autres entités qui sont définies en tant qu'armateurs. Les demandeurs, donc les réclamants, ont donc un droit d'action directe contre l'assureur et l'État pavillon produit des certificats qui attestent de la couverture de l'assurance et les assureurs, tels que les P&I Club, aussi produisent des certificats d'assurance qui s'appellent les Blue Cards ou les cartes bleues en français. Alors, pour savoir dans quel club le navire, par exemple, est assuré, vous allez sur le site web du International Group of P&I Clubs, et là, vous écrivez le nom du navire. Et donc là, par exemple, il y a Sea Beauty. Sea Beauty, par exemple, là, est assuré par le West of England, donc le P&I Club pour lequel je travaille. Alors, pourquoi les clubs sont-ils importants vis-à-vis de la Convention, en fait? Les clubs du International Group fournissent la couverture d'assurance requise par la Convention. La plupart des déversements d'hydrocarbures de soute, sont couverts par des navires qui polluent, sont couverts par un P&I Club qui fait partie du groupe international de P&I Club. Et la couverture d'assurance ne dépend pas du fait que la convention s'applique localement. Et donc, cependant, les clubs, en fait, s'occupent du traitement et de l'évaluation et du paiement des réclamations. Et donc, il n'y a aucune participation du FIPOL. D'accord? Et évidemment, les clubs délivrent les cartes bleues, les Blue Cards, qui certifient de l'assurance du navire. Alors, évidemment, en contrepartie, il y a une limitation de responsabilité de l'armateur. Alors, la Convention elle-même n'a pas de régime de limitation de responsabilité. Cependant, dans l'article 6, vous verrez qu'il y a que l'article 6 dit que la Convention n'affecte pas le droit du propriétaire ou de l'assureur de limiter leur responsabilité en vertu de tout régime national ou international, tel que la Convention de 1976 ou le protocole LLMC de 96. Donc, même si la Convention elle-même n'a pas de limitation de responsabilité, l'assureur et l'armateur peuvent toujours limiter sa responsabilité
en regardant s'il y a un régime local ou international. Alors là, par exemple, les limites du protocole à l'LMC de 96, par exemple, là, pour un navire de 50 000 tonnes, vous voyez, c'est juste en dessous de 40 millions de dollars. Alors, les principales différences avec la convention sur les hydrocarbures de soute et la CLC, c'est qu'il n'y a pas de FIPOL et seuls les armateurs et les clubs s'occupent des demandes d'indemnisation. Alors, en conclusion, c'est important, cette convention est importante puisqu'elle régit la responsabilité et l'indemnisation de ceux qui subissent des dommages dus à la pollution causée par les hydrocarbures de soute. Avant 2001, il n'y avait aucune convention sur ce type de pollution. Elle permet un règlement à l'amiable et évite l'implication du tribunal. Elle aussi permet, quand elle est largement ratifiée, elle permet l'application uniforme et une sorte d'égalité de traitement. Et elle est importante aussi parce que la plupart en fait des pollutions ne viennent pas des déversements d'hydrocarbures de cargaison, mais plutôt d'hydrocarbures provenant de la soute. Donc c'est pour ça qu'elle est très importante. Et c'est pour ça qu'aussi, par contre, il est important de ratifier le dernier régime de limitation le plus à jour, c'est-à-dire celui de 96, pour avoir le plus haut régime, la plus haute régime de compensation. Voilà. Et merci beaucoup. C'est la fin de cette présentation. Merci beaucoup, Julien. Nous allons directement passer à la session de questions-réponses pour clore ce webinaire. Je propose à tous les présentateurs de rallumer leur vidéo. J'aimerais directement poser une question à Aïcha puisqu'elle doit nous quitter un peu plus tôt que prévu. Aïcha, il y avait une question pour toi sur la première présentation, donc j'imagine la tienne. Pouvez-vous revenir sur le certificat d'assurance à délivrer ? Est-ce que je remets ma présentation? Non, peut-être juste donner une petite explication orale sur ce fameux certificat d'assurance. Alors, oui, le certificat, en tout cas pour les conventions CLC et Bunkers, est obligatoire et il peut être délivré par l'État partie. Si l'État du pavillon n'est pas partie à ces conventions, il peut être délivré par tout autre État partie, parce qu'il est obligatoire pour entrer dans les ports d'État partie à ces conventions. Donc c'est très important. Un certificat pour la convention MARPOL ou la convention SOLAS ne peut pas être délivré par un État qui n'est pas parti. Si l'État du pavillon n'est pas parti, l'État ne peut pas délivrer le certificat. Par contre, pour les conventions de responsabilité et d'indemnisation, comme les navires ont besoin de ces certificats pour entrer dans les ports, si l'État du pavillon n'est pas parti à ces conventions, ces certificats peuvent être délivrés par tout autre État parti. Il y a un modèle de certificat dans les conventions et ce certificat est délivré après que l'assureur émette une carte bleue, Blue Card, et là je pense que ça serait peut-être plus une question pour le représentant du PNI. Donc le certificat qui est prévu par la convention est émis par un État contractant qui doit être à bord du navire et qui est obligatoire et délivré après que l'assureur ou toute autre institution de garantie financière émette une carte bleue confirmant que le propriétaire du navire a bien une assurance en place. Donc il y a une différence entre le certificat lui-même qui est prévu par la convention
convention, et la carte bleue qui est délivrée ou émise par les PNI. Alors, je ne sais pas si la question avait un rapport avec la carte bleue, Blue Card émise par les PNI, et je pense qu'à ce niveau-là, M. Rabeux peut donner plus de renseignements. Oui, non, mais vous avez bien résumé, en fait. Nous, en fait, on émet le Blue Card dès que pour confirmer que le navire est bien assuré avec nous, voilà. Donc, et alors après ça, je suppose, avec la Blue Card, oui, l'étape avion fait son certificat. Merci beaucoup à tous les deux. Aïcha, merci beaucoup pour ta présence et ta présentation. Et puis, je te libère puisque tu as d'autres obligations. Merci beaucoup. Je suis désolée de devoir partir. S'il y a des questions, je peux y répondre par écrit. Ok, on te les fera parvenir. Merci beaucoup. Au revoir, Aïcha. Je continue avec nos autres intervenants. Nous avons pas mal de questions pour vous envoyer les documents liés à ce webinaire. Comme mon collègue Lindsay le rappelle dans le chat, vous pouvez tout télécharger dans l'onglet Files ou Documents qui est en dessous de votre onglet de chat. Toutes les présentations préparées par nos intervenants sont actuellement disponibles, ainsi que des informations supplémentaires, les textes des conventions, etc. J'ai une question sur les PNI clubs. Est-ce qu'un État peut être membre d'un club PNI? Non, ce sont des armateurs uniquement. Merci. Donc, nous sommes vraiment l'assurance pour le navire lui-même et l'armateur. Merci d'avoir éclairci ce point. J'ai d'autres questions un peu plus générales. Comment s'assurer qu'un navire est bien assuré, justement? Ah ben alors, justement, en général, on peut voir sur le portail du site web du International Club, où on verra que si le navire est inscrit sur le site et que le club confirme que il est bien avec le club, en général, ça devrait confirmer que le navire est assuré. Mais aussi le navire devrait aussi avoir sur place le Blue Card qui certifie, qui est une sorte de certificat d'assurance. Parfait, merci beaucoup. Je continue à dérouler mes quelques questions, donc n'hésitez pas à intervenir l'un ou l'autre selon votre affinité. Est-ce que vous avez des exemples assez récents de mise en œuvre des conventions que vous avez présentées dans un pays de la région WACAF? Alors, ce n'est pas mon domaine en particulier, mais je sais qu'au FIPOL, il y a beaucoup d'assistance. Il y a 2 ou 3 personnes qui s'occupent d'assister et d'aider les pays qui souhaiteraient faire partie aux conventions ou qui. Donc, je sais que je ne sais pas quel État en particulier, mais je sais qu'il y a une assistance qui est prévue. Ça fait partie de notre rôle au FIPOL, aussi bien dans la zone, dans la région JA-WACAF que partout dans le monde. Si les pays font partie simplement la convention CLC 69 et qu'il faut passer à la convention 92 et qu'il y a des questions d'insuffisance, d'indemnité, des questions de législation, d'implémentation, il y a plusieurs sujets qui peuvent être discutés et donc je sais que c'est quelque chose, pas moi particulièrement, mais certains de mes collègues aident et assistent les pays tout le côté juridique, que ça soit pour l'implémentation ou pour la ratification ou pour la législation. Donc, s'il y a quelques
questions à ce niveau-là, que vous soyez partie ou non aux conventions, je vous invite vraiment à prendre contact avec nous. Je suis sûre que Chloé peut faire passer nos emails et je vous mettrai ensuite en contact avec les personnes qui sont expertes sur ce sujet. Mais effectivement, dans la région JA-WACAF, ça... Je sais que le FIPOL a aidé et soutenu plusieurs pays. Et le font de façon régulière. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une demande de clarification dans le chat. Quelqu'un demande si le site web est-il accessible à tous. Je pense que c'était à propos de la réponse de Julien. Est-ce que le site... En principe, oui. Alors, oui, normalement, comme je travaille pour le club, peut-être que moi j'ai accès, mais non. Enfin, il est fait pour, il est fait que pour tout le monde ait accès. Oui. Effectivement, je confirme. Je vous donne une dernière question puisqu'on s'approche de la fin du webinaire. Alors, dans le cas d'une collision entre un tanker et un navire commercial, est-ce que différentes conventions peuvent s'appliquer en même temps? Par exemple, est-ce que la convention CLC 92 et la convention bunker peuvent s'appliquer en même temps en cas de collision entre un tanker et un porte-conteneur ou autre? Oui. Alors pour le tanker, la Bunker Convention ne s'applique pas parce que c'est seulement la CLC. Donc même si c'est des dommages dus même si c'est des dommages dus aux hydrocarbures de soute du tanker, c'est quand même la CLC qui s'applique. Mais l'autre navire, par contre, si lui, il y a une pollution due à ces hydrocarbures de soute, oui, ça sera la convention de 2001. Donc il se peut bien que s'il y ait deux fuites d'hydrocarbures des deux navires dits distincts, il y ait deux conventions, oui. Parfait. Merci beaucoup. Christelle, voulez-vous compléter? Non, c'est tout à fait juste. À ce jour, je sais pas, je pense pas à un sinistre où il y a eu les deux conventions, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas eu dans l'histoire, enfin dans ce que je connais, il y a pas. Je pourrais pas citer de sinistre, mais effectivement, ça se passerait comme ça. Ouais. Tout à fait. Très bien. Écoutez, je vous avais annoncé que c'était la dernière, mais c'est maintenant que beaucoup de questions arrivent. J'en ai pas mal. Un pays ayant ratifié une convention sans son implémentation dans sa législation, peut-il la mettre en œuvre? Voilà une question bien compliquée. Les meilleurs arrivent toujours à la fin. Et j'ai plus de batterie sur mon ordinateur et c'est pas une blague. Là, tu peux me répéter la question, Chloé, s'il te plaît? Est-ce que un pays ayant ratifié une convention, mais sans la mettre en œuvre dans sa législation, est-ce que ce pays peut la mettre en œuvre? Est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'une indemnisation? Est-ce que je comprends la question? J'imagine, oui. Donc, alors, la réponse oui et non. Oui, parce que la convention est ratifiée, mais ça va créer énormément de problèmes, que ça soit au niveau du montant plafonné, que ça soit au niveau de la limitation du fonds. Ça va créer beaucoup de problèmes parce que il est essentiel que les pays implémentent les conventions dans leur législation pour que justement ce régime d'indemnisation soit appliqué de façon uniforme de façon internationale. Donc, c'est une des premières choses à faire pour ne pas avoir à faire face à des problèmes quand un sinistre a lieu. Donc, de même, c'est une question pour s'assurer que c'est implémenté de façon correcte dans la législation. C'est une chose à faire en prévention avant que le sinistre arrive pour éviter justement qu'il y ait toutes sortes de problèmes le jour où le sinistre est là. Donc, et c'est une chose sur laquelle le FIPOL peut aider les États parties.
Très bien. Eh bien, je vous remercie vraiment tous les deux et Aïcha précédemment pour vos réponses. Nous allons clore ici le webinaire puisque c'est la fin du temps imparti. Donc, je vous remercie encore une fois chaleureusement, chers intervenants, pour vos présentations de grande qualité, que ce soit votre première participation ou une participation renouvelée dans le cas d'Aïcha au webinaire du GEWACAF. Je remercie également mon collègue Lindsay qui m'a accompagné tout au long de la préparation de cet événement. Et enfin, je vous remercie toutes et tous, chers participants, pour votre engagement et votre suivi des webinaires du GEWACAF. Je vous rappelle que vous pouvez dès à présent vous inscrire au prochain webinaire dans lequel vous retrouverez Christelle d'ailleurs et sa collègue pour qui portera sur le processus de demande d'indemnisation en particulier. Ce webinaire se déroulera le 13 octobre, donc dans 2 semaines, à la même heure. Et vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet pour vous tenir au courant des actualités du projet GEWACAF. Merci encore à toutes et tous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, merci.